Bon, salut à tous. Donc cette semaine, programme très chargé. On va s'occuper de tout ce qui est récolte du sorgho. Je vais vous montrer la culture avant la fauche, pendant la dédage, pendant la récolte et le ramassage bien évidemment. Donc on se regarde tout ça après le générique, c'est parti. Allez, première partie de la vidéo, on va faire un tour dans les sorgho que j'ai associés à du colza, teff grasse et vesse. On va regarder à quoi ça ressemble. Et peut-être dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'occuper de les récolter. Donc on va regarder tout ça, à quoi ça ressemble maintenant. Hop, voilà, magie. Ici, on est sur une parcelle. Je vais essayer de vous montrer trois parcelles qui sont globalement assez différentes l'une de l'autre et je vous expliquerai les conséquences de pourquoi elles sont différentes. Sachant que toutes les parcelles, c'est le même précédent, un métail ensilé fin mai. Donc les parcelles ont été semées le même jour, ça a été tout semé le 6 juin de mémoire. Depuis le 6 juin, il y avait eu un gros orage de 100 mm, du coup on va pas trop en tenir compte parce qu'il faut plutôt les donner plutôt que ce qui aide à faire pousser la culture. Donc il faut savoir que du 15 juin au 7 août, il y a eu 0 mm sur la ferme. Donc il faut savoir que cette culture du coup a poussé aujourd'hui avec 115 mm d'eau, donc ce qui est quand même relativement peu. Et vous allez voir qu'on arrive quand même à avoir un petit peu d'herbe et de rendement selon les parcelles. Et plus d'herbe qu'une deuxième coupe de prairie derrière ensilage. Et c'est ça qui est plutôt intéressant tout en limitant les frais d'implantation ou les frais d'entretien pour cette culture. Donc voici à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est assez flagrant. Il y a des coins où il y a plus de sorgho, comme ici. Le sorgho, hop, c'est plus développé. D'autres, le sorgho c'est moins développé. Est-ce qu'il ne s'est pas trouvé bien ici? À voir. Mais en tout cas, la place n'est pas vide. Donc ce qu'il remplace, c'est le colza et cette fameuse herbe, le teff grasse, qui est ni plus ni moins de l'herbe, mais c'est pas grossier, c'est de l'herbe qui coupée va se manger très bien par les bêtes. Je me fais pas de soucis là-dessus, même si malheureusement elle est épiée depuis un peu. Je pensais que tout arriverait au même stade de floraison pour le sorgho ou des paysans pour le teff. Manque de peau, le teff a épié un peu plus tôt, mais bon, c'est pas non plus ce qui va faire la majorité du rendement. Donc les hauteurs, pareil, les parcelles très variables, ça dépend du sol essentiellement. J'ai des coins, ici on est dans le fond de la parcelle, donc c'est un peu plus haut, et là-haut c'est plus maigre. D'ailleurs il y avait des arbres il y a une paire d'années, donc c'est quand même beaucoup plus bas. Mais dans le fond, c'est ce qui est plus représentatif, qu'on peut reproduire à plus grande échelle. Donc ici, on est sur du sorgho qui doit faire 1 mètre 30 du bon poids. Donc le sorgho n'a pas commencé de faire la fleur. Vous en voyez quelques-uns pointés, mais c'est quand même pas le bout du monde. Donc une fleur de sorgho, ça ressemble à ça. Donc ça a poussé assez bien, même si ça a peiné au démarrage. Donc tout simplement au démarrage, gros souci de sec parce qu'il s'est levé les très fortes chaleurs d'un coup. Du coup ça avait clavé le sol. Et ce qui avait levé en premier, je vous l'avais fait déjà un retour, c'est le colza. Donc le colza a couvert déjà pas mal le sol, du coup peut-être ça a freiné l'implantation du sorgho, ce qui fait qu'il y a des parcelles, on en voit peu. Après, pendant ce temps qui faisait les grosses chaleurs et limite canicule, le colza souffrait, le sorgho souffrait aussi. Bon, aujourd'hui on le voit quand même très peu, mais on avait le bout des feuilles qui était rouge. Voilà pour ça, c'est une culture qui a peiné. Ça a fait un bon exercice pour s'entraîner avec cette culture cette année, sachant qu'il a fait quand même sec. Et on a eu un peu d'eau à partir du 15 août. Donc c'est assez représentatif de ce qui se passe en général chez nous en montagne. Gros avantage de cette culture, même s'il a fait sec pendant l'été, c'est que ça couvre hyper bien le sol. On a très peu de mauvaises herbes. Et ça c'est plutôt chouette parce que j'aurais semé une prairie artificielle, croyez-moi ça serait un tapis de mauvaises herbes plutôt que de prairie. Il faudrait d'ailleurs avoir déjà fait une fauche de nettoyage.
Donc sur cette parcelle, on peut voir, enfin je sais pas si vous arrivez à le voir, il y a des feuilles qui sont quand même, peut-être vous le voyez un peu là derrière, je vais essayer de vous en prendre une, qui sont quand même vert clair. Donc tout simplement, ils sont vert clair parce qu'il y a eu quelques nuits déjà très très fraîches, on était vraiment à la limite de gelée, et pour moi le sorgho n'a pas apprécié. Le sorgho est une plante très gélive, donc il ne va pas falloir tarder à le récolter. En plus qu'on est arrivé au stade, on va mettre tout ça à l'abri et faire un peu de stock fourragé, ça permettra de sécuriser le système fourrager de la ferme et avoir assez sans acheter du fourrage à l'extérieur, ce qui est le but recherché vu qu'il manque quand même de la surface sur la ferme pour faire manger tout le troupeau. Ces petites bêtes c'est bien joli, mais ça mange quand même beaucoup. Voilà, on peut voir qu'au milieu c'est quand même épais, ça laisse pas de place pour la lumière, donc c'est plutôt favorable, comme je vous l'ai dit, pour le développement des mauvaises herbes. C'est vachement épais même si c'est pas haut, et l'épaisseur participe également pas mal au rendement. Il n'y a pas que la hauteur, s'il y a de la hauteur mais que c'est clair, comme tout, on va pas avoir forcément du rendement. Donc cette parcelle, elle va pas trop mal. Après, il y en a une autre juste là-bas derrière, je vais pas vous le montrer, de toute façon c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a plus de mauvaises herbes. Je sais pas trop pourquoi. Bref, il y a mieux de kénopodes à voir pour la suite. Donc maintenant, oui, on a des zones où il y a beaucoup plus de teff, d'autres beaucoup plus de sorgho comme là derrière, variable. Sachant qu'il ne faut pas tenir compte du creux. Ici, il y avait un ancien chemin qui passait, donc il y a plus des déchets de goudron que de la terre. Voilà. Bon allez, je suis arrivé sur l'autre parcelle et comme vous pouvez voir, ici il n'y a rien, et voire très peu. Donc tout simplement, c'est que du rocher là-dessous. Quand je tourne, c'est que des petites pierres. Donc très peu de terre, ça n'a pas aidé à pousser. Sinon, on va descendre un peu dans le fond de la parcelle et vous allez voir que ça va vite beaucoup mieux. Voilà, là je suis dans le fond de la parcelle, vous pouvez voir, c'est schéma totalement différent. Bon, il y a beaucoup plus de terre ici au fond de la parcelle, du coup ça a pu permettre de développer le sorgho. Après on a une couverture qui est correcte, on a du colza, par contre on a moins de teff grasse ici, donc l'avantage de cette culture, c'est si le sorgho n'est pas développé, c'est remplacé par le colza ou le teff, et inversement, ce qui fait que c'est quasiment le sol est couvert partout, mis à part comme vous avez vu là-haut où quand il n'y avait vraiment pas de terre, et bien ça fait vraiment rien. Ça c'est pas une nouveauté et ça risque de rester encore pendant quelques années. Donc là il est plutôt joli sur toute cette partie là-haut. On voit qu'il commence pareil à fleurir pour le sorgho, donc il va falloir s'occuper de le faucher. Donc pour tout ce qui est implantation de ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à la voir. C'est semis de sorgho, méthode traditionnelle, labour, semis au combiné. Tout est expliqué dedans, allez voir la vidéo. J'ai pas mal de questions pour savoir comment j'ai implanté, si j'ai tout mis ensemble. Oui, j'ai tout mis ensemble et ça arrive à pousser sans problème. En termes de conclusion, pour le tour de parcelle sur ce mélange, sorgho, colza, teff grasse, j'en suis satisfait. C'est clair que c'est mieux par rapport à ceux que j'ai semés l'an dernier, qui étaient du Moa. J'avais du Moa, très faible valeur alimentaire, certes ça avait fait un peu de tonnage à hectare, c'est pareil. C'est pas une culture qui avait coûté cher à l'implantation, mais ça n'avait pas obtenu le résultat que je voulais. Aujourd'hui, je veux faire du stock fourragé, mais aussi de la valeur alimentaire, ce que je cherche à vous montrer dans pas mal de vidéos. Donc grâce au sorgho, on va pouvoir amener de la valeur alimentaire. Le stade est plus que correct vu qu'il n'est pas monté en fleurs, mis à part quelques-uns là-haut perché en haut. Et on va avoir aussi du colza qui malheureusement va être très très riche en eau. Va falloir faire attention au mode de récolte. Donc colza riche en eau et qui va apporter pas mal d'azote dans la ration. Donc je pense qu'on peut avoir un super mélange à utiliser sur les brebis de manière correcte, pas donné en plat unique, que je pense qu'on pourrait avoir
vite des catastrophes au niveau de l'alimentation, mais distribuer avec du foin ou en mélange avec de l'aliment, je pense que ça peut rééquilibrer et rapporter un super produit et faire produire du lait et de la viande par derrière. Donc on va voir tout ça. Au niveau fertilisation, j'ai amené juste 30 unités d'azote minéral, donc ce qui est peut-être pas beaucoup, mais sachant qu'il n'y avait pas de pluie et qu'il faisait très chaud, j'y suis allé juste entre deux orages. Donc j'ai pas voulu forcer trop la dose parce que j'aurais pu faire une vraie catastrophe à forcer beaucoup plus. Quand ça aurait absorbé l'intégralité de l'azote, ça aurait secoué vachement plus les plantes, sachant qu'il n'y avait pas d'eau pour faire la digestion de tout ça. Donc on voit bien, hein, quand il n'y a vraiment pas de terre, ça donne rien. Bon, ça c'est un peu dommage, et mine de rien sur cette parcelle ça tient quand même un peu de large. Ok, bon, aujourd'hui on va s'occuper d'aller faucher tout ce qui est sorgho, donc je vais pas le faire avec ma faucheuse rotative traditionnelle. Je vais aller chercher la conditionneuse de l'Accuma. Bon, elle est sur un site très éloigné, je vais la récupérer et en descendant je faucherai les parcelles et je terminerai sur le site de l'exploitation. Donc plusieurs parcelles à faucher, peut-être une parcelle troisième coupe très frais gras, j'en profiterai pour la faucher. À voir un peu la longueur, vu de la route ça paraît qu'il n'y a pas grand chose, donc peut-être ça vaudra à peine le coup de faire faucher, sinon les brebis le pâtureront, sachant que je vais les monter sur le site là-haut courant semaine prochaine. Donc pourquoi faucher aujourd'hui? Tout simplement, ils annoncent beau encore et toujours, pas de pluie d'annoncer, mais les nuits sont très très fraîches. Donc ce matin, grosse gelée en bordure de rivière et température chaude avec du soleil, mais un air très vif, donc tout ça favorise pas la pousse du sorgho. On va aller enlever ça, nettoyer les parcelles et on va y réimplanter derrière autre chose, suivant les parcelles ça dépendra un peu, mais ce qui dépendra le plus c'est la météo et ce qui nous annonce. Et on va avoir besoin de pluie, que ce soit pour faire germer les prairies, mais aussi pousser un peu d'herbe, parce que sinon elle va se rôtir sur pied le peu qui avait repoussé grâce aux 60 mm qu'on avait pu avoir d'août à septembre. Bon allez, on perd pas plus de temps, on va chercher la faucheuse. Et voilà, je viens de récupérer la faucheuse de l'Accuma, du coup elle est prête. On va aller directement à la parcelle, commencer de faucher. On va voir s'il y a du rendement ou si c'est plus décevant que ce que je l'avais imaginé. Allez! De voir quelques images de la première parcelle que j'ai fauchée à la faucheuse conditionneuse, mais j'ai eu des soucis, ça fauchait vraiment très mal. J'ai essayé sur une deuxième parcelle voir si le résultat était pareil, et exactement pareil. L'herbe, notamment le colza, finissait pas d'arriver au conditionnaire, du coup ça pourrait vent le tablier de la faucheuse. J'ai pris la décision de rateler ma bonne vieille rotative qui fait par contre là superbement bien le boulot. Elle fauche, elle dépose à plat et elle esquine surtout pas le fourrage, car le colza passé à la conditionneuse c'était vraiment de la charpie. Maintenant avec la rotative, ça se fauche super bien, ça me laisse le colza hop, intact. Voilà la bête et le sorgho. Voilà la bête. Donc bon, c'est pas conditionné, je vais le laisser un peu à plat et ensuite ça fera l'enrubanage, on coupera un peu tout ça
pour que ça puisse se manger correctement par les bêtes. Et puis voilà. Mais on voit quand même que le colza, ça fait des sacrées tiges et c'est quand même bien gorgé d'eau et assez coriace comme plante. Allez, je vais finir de faucher ça et les autres parcelles. Bon allez, les parcelles sont finies de faucher, donc j'ai pas pu vous sortir le drone. Le téléphone sonnait en permanence, pas mal de choses à régler. Du coup, tout est fauché, on va le laisser s'égoutter un peu. Bon, au niveau du sorgho, on voit que dans la tige, c'est quand même bien humide. Dommage de ne pas avoir pu et arriver à le conditionner. Je pense qu'on aurait gagné en préfanage. Après, quant à lui, le colza, il va vite baisser les feuilles parce que c'est vraiment plein d'eau. Donc il fait le temps idéal pour préfaner, du vent, du soleil. S'il refait pareil demain, si demain soir je pourrais commencer l'endénage et le mettre prêt pour le ramasser tout ça avec la presse en rubaneuse. Et ça en sera ce coup-ci vraiment terminé pour les récoltes de cette année qui aura été plus que compliqué. Donc si on refait l'historique, on a attaqué la campagne par du sec, on a eu quelques orages du mois d'août jusqu'à la fin août et ensuite de retour mois de septembre, des températures pour le moment chaudes et très secs. On peut voir que l'humidité il n'y en a plus, c'est que de la poussière. Donc là derrière il va falloir réimplanter des choses. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle qu'est-ce que je vais y mettre, ça va vraiment dépendre de la météo. Ça devient compliqué même de faire l'assolement. Parce qu'en termes de date, on sème de plus en plus tard. La prairie que j'ai semée, il y a de cela maintenant 15 jours, qui a du mal à décoller du fait de cette chaleur et de ce sec. Mais bon, on va bien voir. Quoi qu'il en soit, faire pousser des choses à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus compliqué et notamment au moment de l'implantation. On va rester quand même optimiste. Le mélange que j'ai semé, mine de rien, je pense qu'il y aura quelques bottes, ça permet de faire toujours un peu de fourrage, même si c'est clair que j'en attendais davantage. Mais bon, c'est une année comme ça, il faudra réessayer et essayer de semer peut-être plus tôt, même si c'est pas facile, déjà qu'on a ensilé très tôt cette année. Bref, on va voir, peut-être d'ici là, il y aura d'autres mélanges qui traîneront un peu moins le sec, même si je doute, parce qu'il faut faire face aux chaleurs de plus de 30-35 degrés pendant plusieurs jours avec du vent et des sols qui retiennent très peu l'eau. C'est vraiment compliqué. De plus, l'herbe chez nous en montagne, elle pousse que maintenant du 1er avril jusqu'à quand il fait beau, sans trop froid, jusqu'au 1er octobre. Et après, il faut commencer à penser rentrer bête. Donc on a des laps de temps très courts où il y a vraiment du travail à faire et essayer de récolter au maximum. Mais bon, si le climat ne nous aide pas, on ne peut pas non plus faire ce qui n'est pas possible. Bon allez, nous voilà rendus 2 jours après, donc le lendemain de la fauche, il était annoncé 0,5 mm et comme prévu, impeccable, il a fait 6 mm, donc bon, ça a bien mouillé le fourrage, mais bon, le fourrage, j'ai envie de dire bast. Ce qui concerne l'essentiel aujourd'hui, c'est la levée des prairies, et du coup ça aura fait vraiment du bien, je pense, pour la lever. D'ici quelques jours, je pense que ça va vraiment pointer le bout de son nez pour faire de la photosynthèse et pouvoir pousser. Donc je suis parti aujourd'hui avec l'endéneur et le scissaire pour endéner sur le site éloigné, mettre tout ça en andin pour que ça se réessuie au maximum. Ensuite demain je ferai tout ce qu'il y a autour de la ferme. Bon, les endéneurs dépliés, prêts à travailler, donc la parcelle on voit sur le dessus, elle a légèrement blanchi, bon c'est du fait de la pluie. Donc au niveau des andins, c'est sec en surface, enfin sèche, il n'y a plus d'eau en surface, mais par contre dessous, c'est bien humide, voire trempe. Donc le fait de l'endéner, ça va permettre de décoller tout ça du sol, le faire aérer et tomber un peu ce taux d'humidité pour essayer de récolter quand même un petit peu de matière sèche, ce qui est le but. Et ce qui est toujours mieux pour les bêtes dès qu'on a un peu de matière sèche quand même. Allez!
Bon allez, j'ai détouré la parcelle, ça se passe mieux que prévu. Donc même dans le colza qui s'était vraiment mal fauché et que c'était vraiment en 1000 morceaux, notamment là-bas au fond, j'arrive à en ramasser encore un peu. Bon, il restera un peu, ça fera de l'engrais vert, surtout qu'ici, c'est pas des parcelles les plus chargées en matière organique, puis c'est du colza. Mais sinon dans le reste, bon là on estime la parcelle qui est quand même maigre, ça s'endaine super bien. Et vous voyez, malgré les 6 mm, on commence à avoir du vert qui repousse. Et je viens de terminer la parcelle, du moins tout ce qui est endainage, donc ça sent le chou mine de rien. Donc pas mal de colza, ça a vraiment de l'odeur. Et le fourrage, à ma très grosse surprise, colle l'humidité, après dès qu'elle sèche, colle vraiment au doigt. Donc je pense qu'il y a un peu de sucre dans le mélange, ça n'a pas l'air tout vilain. Donc voilà, c'est un andin, ça va y rester plus d'un jour. J'espère que ça va prendre un peu de la matière sèche parce que mine de rien, ça pèse quand même son poids. Bon, on y est arrivé, deuxième parcelle terminée d'endainer. Bon, vous avez pu le voir sur les images de drone, j'arrive à en laisser un peu, mais tout simplement, il a fallu faire un compromis entre arriver à tout bien ramasser et ne pas ramasser de terre en même temps, parce que la terre dans du fourrage humide, c'est vraiment pas bon pour les bêtes par la suite. Et d'une, ça perd de l'appétence, et deux, c'est pas cool. Donc on peut voir que le tac, comme là, il en reste un petit peu. Bon, c'est plaqué au sol et c'est l'inconvénient de la faucheuse rotative. Elle soulève pas le fourrage, du coup ça le plaque bien au sol. Il suffit que j'ai fait un passage avec les pneus du tracteur, ça a bien rappuyé parce que le sol est quand même meuble. Bon, la marchandise qui reste au sol, c'est pas grave, de toute façon une fois que c'est enrubanné, les brebis vont venir manger les bords et d'ailleurs dans le fond de la parcelle ici. Donc elles mangeront les bouts de colza et elles mettront tout ça propre. Donc c'est pas forcément une perte sèche. Au niveau séchage, et bien c'est quand même bien vert tout ça. Les 6 mm de hier, ça s'est égoutté, mais après en matière sèche, ça n'a pas pris non plus des masses. Mais le colza est quand même beaucoup plus asséché que le jour que je l'ai fauché. Bon, c'est normal, pour ce qui est fauché, il arrive quand même à crever au bout d'un moment. Mais bon, c'est un mélange qui, mine de rien, pèse. Donc en tonnage, ça va sortir du tonnage, mais j'espère au moins être à 25% de matière sèche. Bon poids. Bon, là on a retrouvé du soleil, du vent, ça va permettre de sécher tout ça. L'enrubanage se fera que demain. On verra d'ici déjà demain 3h de l'après-midi l'évolution que ça a pris, mais déjà je pense que ça y aura fait un grand bien de le soulever pour enlever l'humidité et tout ça. Bon, il se fait tard, moi j'ai les brebis à m'occuper, autant celles qui dorment dehors à donner de l'herbe et également celles qui sont en bergerie qui ont les agneaux. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se reprend demain. Ok, on se retrouve, on est le lendemain, donc tout début d'après-midi, il est grosso modo 1h, donc ce matin très grosse rosée.
L'herbe était trempe, je viens juste d'enlever les bottes. Donc j'ai passé mon matin à m'occuper des bêtes, préparer des parcs pour faire pâturer les brebis, car ce soir encore j'ai des bêtes à changer. Donc l'herbe s'est égouttée, je vais en profiter pour aller endainer les 2 dernières petites parcelles qui me restent. Et ensuite normalement la presse enrubanneuse de l'entreprise Travaux Agricoles va venir, on va enrubanner tout ça et on commencera de ramasser cette marchandise pour la mettre sous plastique et avoir de l'enrubanage comme ça. Comme vous pouvez voir, l'enrubanage que j'avais fait au mois de mai, donc il y avait pas mal de boules. Donc les brebis qui sont dedans, qui ont agnolé, ont quasiment tout mangé. Donc je vais en profiter pour les relâcher dehors, qu'elles aillent finir de manger les peu de repousses qui sont quand même maigres, sévères, mais c'est pas long. Donc les hectares vont avancer assez vite. Mais bon, je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Pour le moment, on va finir l'endainage. Go! J'ai repris l'endainage, donc ça avance, mais ça avance pas très vite parce que si j'avance trop vite, tout simplement, ça arrive à laisser du colza par terre, donc très difficile à endainer. De plus, il faut faire gaffe pas trop racler. Dans tout ce qui est reprise de tout veine, j'arrive à en laisser un peu parce que ça fait toujours quelques petits trous, donc c'est difficile de le relever. Le mieux aurait été de passer la faneuse, mais bon, la faneuse aurait mélangé toujours un peu de terre au fourrage, donc ce qui n'est pas l'idéal. Donc vitesse d'avancement, je vais à 6-7 km/h, pas bien plus vite, parce que sinon ça en laisse vraiment trop. Je ne rends pas compte du volume, parce que la marchandise est quand même verte, du coup ça fait pas des ardennes avec beaucoup de volume, mais il y a quand même un peu de marchandise. Et une fois endainé, le résultat est pas tout vilain, je vous montrerai à la fin l'intérieur des ardennes à quoi ça ressemble. Allez, je continue tout ça. Bon allez, l'endainage est terminé pour l'ensemble des parcelles. Donc ici, on voit que ça en a pris un peu, mais c'est quand même la marchandise qui est lourde, très lourde. Je pense que les bottes vont faire vraiment leur poids. Bon voilà, du coup j'ai pris le temps de laver l'endaineur parce que de toute façon il y avait pas mal de cette eau du sorgho, du colza qui avait collé autour de l'endaineur. Je n'ai pas souhaité laisser ça, donc j'ai passé l'endaineur au Karcher et j'en ai profité tant que j'y étais pour passer un coup au New Holland, parce qu'avec la poussière à la pailleuse, croyez-moi, et l'humidité des matins, on n'y voyait absolument rien du tout. Bon, l'entreprise a commencé de faire les bottes. Je vais partir avec le New Holland, récupérer le plateau de la Cuma et commencer de charger les bottes. Du temps, les bottes du printemps qui me restaient, je les ai décalées vu qu'elles vont être consommées sous peu, et je vais mettre mon sorgho dans le fond. Allez, on y va. L'entrepreneur est arrivé sur la ferme, du coup il va ramasser tout ça. On peut voir que là, même si on est né depuis hier, ça a quand même plus préfané. On entend que ça croustille un peu en surface, mais mine de rien dans le colza il reste pas mal d'eau. Bon, il refait soleil, ça s'était recouvert tout à l'heure. Bon, maintenant de toute façon on va pas y faire gagner plus de matière sèche. On va pacter tout ça et on verra ce que ça dit quand on ouvrira les bottes. Savoir que les bottes pourront commencer à être consommées d'ici 3 semaines, mais le but c'était de les garder pour le printemps si des fois il manque du silo ou autre.
Donc là la presse Krone elle est équipée de 25 couteaux, ce qui fait du hachage de 7 cm. Donc voilà, un 6930 devant pour tirer le Comprima. Et je pense qu'avec tous les couteaux, ça fait un petit peu tirer quand même. Allez, maintenant, je vais sortir le drone et je vais vous faire quelques prises de vue du chantier. Ok, bon, du temps qui finissait d'enrubanner cette parcelle, j'ai attaqué de charger un petit char. Petit, pourquoi? Tout simplement, les bottes pèsent vraiment du plomb. Il a dû serrer un peu à fond. Le Nioland derrière sa masse, il est bien souvent plus sur 2 roues que sur 4 roues. Donc voilà, j'ai fait un petit char de 10 bottes, c'est pas loin, je vais aller vider et venir charger les autres qui restent. Allez. Eh bien, ça va pas? Respire. Bon. C'est dur, hein. Bon allez, changement de décor, il est 20 h du soir. Du coup, je vais prendre ces brebis vu qu'elles ont fini la parcelle. Donc la parcelle qui était en très frais gras, je vais les amener juste là où j'ai enrubanné le sorgho, dans les prés de fond, histoire qu'elles mangent. Ce sera la dernière parcelle qu'elles mangent ici, avant qu'elles soient expédiées sur le site à 10 km pour manger toute l'herbe, pour nettoyer les parcelles, pour que ça soit prêt et manger pour l'hiver. Allez, je vais ramener tout ça d'ici que je suis arrivé à la parcelle. Il risque de faire nuit. Allez, on y va, let's go! Bon, je sais pas si vous arrivez à voir, du coup les brebis sont bien arrivées à la parcelle. La nuit tombe très vite à cette époque, donc il faut faire super gaffe. Donc elles sont là derrière,
moi je vais finir m'occuper de celles qui sont en bâtiment et demain on y verra plus clair. Allez. Bon allez, on est le lendemain, je vais continuer de ramasser les boules d'enrubanage. Donc je suis sur le site éloigné. Donc ici parcelle de 1 hectare. Ici rendement, donc comme je vous disais, parmi les plus faibles, 11 bottes hectares. 11 bottes qui doivent osciller entre 700 et 800 kg grosso modo, avec un taux de matière sèche de 25 à 30%. Je pense, je prendrai la sonde à fourrage et j'essaierai d'analyser le taux d'humidité pour savoir le tonnage hectare matière sèche. Ce qui nous intéresse quand même, c'est beau de semer, mais c'est bien de savoir ce qu'on récolte aussi en valeur alimentaire. Donc j'ai pas fait d'analyse en verre, mais à l'ouverture des boîtes d'enrubanage, je vais prendre un échantillon qui sera analysé pour savoir les valeurs alimentaires, ce qui fait aussi son importance. Donc rendement, valeur alimentaire. Allez, je perds pas plus de temps, je vais charger tout ça avec le Tignoland et on y va. Donc le char est fini de charger, ça pèse son poids notamment dans le fond de la parcelle où il y avait du colza, ça se puyait vraiment sur le tracteur. Mais bon, on voit des bottes qui sont imbougeables, heureusement qu'il y a de la manutention possible avec des chargeurs, parce que sinon on serait bien embêté avec ces gros tas de bottes. Donc je vais ramener les papillotes à la ferme, décharger tout ça et je finirai de les ramasser plus tard. Allez voilà, nous voilà quelques jours après le stockage. Du coup aujourd'hui, grâce à ces semis derrière des métailles, donc j'ai pu sortir, bon il n'y avait pas une surface énorme, il y a eu 45 bottes. Donc ces 45 bottes aujourd'hui c'est du stock fourragé qui pourra me servir quand il y en aura besoin. Quoi qu'il en soit, j'ouvrirai une botte sans trop tarder pour faire une analyse de la valeur alimentaire du fourrage. Côté rendement tonne de matière sèche hectare, du coup en tenant compte de l'humidité de la mesure, on est aux alentours entre 3,5 et 4 tonnes de matière sèche. Selon l'année qu'il a fait, c'est plus que correct à mon goût, sachant que les prairies en deuxième coupe n'ont pas fait ce tonnage de matière sèche hectare. Donc ce qui est plutôt de bon augure pour l'avenir, peut-être continuer à faire des mélanges de ce type. Mais tout ça, je vous tiendrai informé en temps et en heure. Dès que j'aurai les résultats analyse, je vous le dirai. Allez, maintenant, petit tour rapide en bergerie, on va voir les agneaux depuis le temps. Allez, du coup petit bilan de l'agnolage qui a eu lieu au mois d'août, donc c'est fini depuis maintenant plus de 15 jours voire 3 semaines l'agnolage. Du coup au niveau prolif on a tourné aux alentours un peu plus de 1,60 de prolif, donc ce qui reste quand même correct pour la race. Ensuite, point de vue mortalité de la naissance, donc des mornais jusqu'à grosso modo un mois, il y a eu 5% de pertes, donc ces pertes avaient été super bien maîtrisées par derrière pendant le trou immunitaire qui a lieu entre 4 et 6 semaines. Gros souci de coccidiose sur les agneaux, donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu des coccidioses de ce type, donc des coccidioses qui sont provoquées tout simplement par des coccidies des agneaux que je n'arrivais pas à soigner. Donc je les soignais, mais les produits totalement inefficaces. Donc j'ai passé tous mes agneaux en solution de drogage pour calmer le feu. Il n'empêche que il y a eu un peu de mortalité et grosso modo il s'est gagné
2 points de mortalité, donc c'est vraiment dommage, sachant que tout le boulot avait été fait correctement. Mais bon, de part qu'en Sagnolay, les grosses chaleurs, et après on a eu un changement brutal de temps, plus frais la nuit, ça favorise aussi ces phénomènes de stress et qui provoquent aussi de la coccygiose. Donc aujourd'hui, les mères sont retournées maintenant depuis une semaine en pâture, du coup en journée pour manger l'herbe, donc ce qui fait des économies de fourrage. Les agneaux, comme vous le voyez, sont séparés du coup de leur mère, ils ont accès au foin mais aussi à l'aliment. Maintenant on rentre sur une phase d'engraissement. On va voir ce que ça donne, faut espérer que les brebis continuent à garder du lait, sachant qu'on est arrivé au pic, maintenant on va vers la phase descendante, donc tout le manque de lait sera comblé par de l'aliment. Donc voilà, petit point rapide au niveau de l'agnelage, chose promis, chose due. On en reste là pour cette vidéo de cette semaine qui est ultra longue. Désolé, j'ai pas pu la faire plus courte. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.